Les renouvelables que notre syndicat porte depuis plus de 25 ans ont pris leur place dans le bouquet énergétique français. Aujourd'hui, notre pays affiche son ambition de faire d'elle un acteur majeur de notre système énergétique. Le nouveau logo a pour vocation de refléter la maturité et la place centrale que vont jouer les énergies renouvelables. Pour cette 21e édition, nous ferons avec Fatih Birol un point sur les perspectives énergétiques dans le monde. Hélas, la dynamique charbonnière mondiale continue et avec elle les émissions de CO2. Celle des renouvelables se poursuit également, au moins dans le secteur électrique. Les analyses de l'AIE montrent toutefois que les progrès des renouvelables pour la production de froid et de chaleur et pour les transports sont beaucoup trop lents au regard de l'urgence climatique. Il y a néanmoins une évolution positive, riche d'enseignements que je voudrais souligner. Les premiers éléments du bilan électrique 2019 de l'Union européenne font apparaître une forte progression des énergies renouvelables et surtout une rupture avec la logique de l'empilement. Les renouvelables ne viennent plus s'ajouter aux fossiles, elles s'y substituent. Elles sont devenues la première source d'électricité avec pour effet immédiat une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre, au moins au niveau du système électrique. Ces résultats sont la conséquence de deux facteurs. Le premier que vous connaissez, la compétitivité des énergies renouvelables. Le deuxième, l'augmentation du prix des quotas de CO2 dans le système européen ETS. Le premier de ces facteurs se confirme d'année en année et se poursuivra. Le second montre à quel point la tarification du carbone est un élément essentiel de la lutte contre le dérèglement climatique en réduisant la compétitivité des énergies fossiles. Dans l'histoire de l'économie mondiale, la croissance économique n'a jamais été découplée des émissions de gaz à effet de serre. La tarification du carbone est une condition nécessaire, pas nécessairement suffisante, mais une condition nécessaire à une croissance économique qui soit décarbonée. Comment la rendre juste entre les différents États, les différentes entreprises et les différentes catégories sociales? Cette question fondamentale et urgente se trouve au cœur du Pacte vert pour l'Europe. 2019 aura été marqué par l'arrivée de la nouvelle Commission européenne présidée par Madame Ursula von der Leyen. Dès le 11 décembre dernier, pour son premier acte politique, la Commission présentait le Pacte vert pour l'Europe. Il propose un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, ce qui impliquera un objectif intermédiaire de réduction des émissions de CO2 de 50 voire 55% en 2030. Le document déroule une stratégie et divers instruments pour les atteindre, dont la mise en place d'une tarification effective du carbone dans l'ensemble de l'économie. Elle sera accompagnée d'un mécanisme pour une transition juste visant à protéger les citoyens et les travailleurs les plus vulnérables à la transition. Nous évoquerons plus en détail ce pacte vert avec Pascal Canfin, qui préside la Commission environnement du Parlement européen. Ce pacte est une occasion unique pour l'Union européenne d'affirmer encore davantage son leadership dans la lutte planétaire contre le dérèglement climatique. Les nombreuses marches pour le climat nous rappellent la volonté populaire profonde des Européens pour que les États mettent en œuvre des politiques climatiques bien plus ambitieuses. L'Union européenne sera très attendue en novembre prochain à la COP26 qui se tiendra à Glasgow. La France se doit de soutenir cette initiative de la Commission, comme le président de la République et plusieurs de ses ministres l'ont déjà fortement affirmé. En France, la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, montre que notre pays va contribuer à cet effort de manière concrète en accélérant le développement des renouvelables, dont plusieurs filières sont aujourd'hui compétitives. Le projet mis en consultation trace d'abord des perspectives ambitieuses de développement de la chaleur renouvelable, ce qui marque l'importance de ce secteur dans notre effort de décarbonation. Je me félicite particulièrement de la stabilisation du fonds chaleur de l'ADEME à un minimum de 350 millions d'euros par an, tant que la progression de la fiscalité carbone n'aura pas repris. La biomasse
la géothermie et le solaire thermique sont des filières qui vont connaître un fort développement, d'autant que les règles du Fonds Chaleur ont été simplifiées en concertation avec la profession. Dans l'habitat individuel, le crédit d'impôt pour la transition énergétique permet le développement de la chaleur renouvelable, chauffage au bois, pompe à chaleur, notamment géothermique et solaire, avec déjà 15 millions de foyers équipés. C'est un outil fondamental et nous scruterons donc avec attention la bonne mise en œuvre de la réforme intervenue cette année. Madame la ministre, 2020 va nous permettre d'accélérer le développement de la chaleur renouvelable. Le groupe de travail ministériel sur les réseaux de chaleur et de froid a permis d'incontestables avancées et nous souhaitons que des groupes de travail similaires soient mis en place pour le bois énergie et la géothermie. Dans le secteur des transports, la PPE confirme que les biocarburants de première génération resteront la base de l'effort de décarbonation. Nous devons absolument veiller à ce que ces filières soient pérennes en parallèle de la montée en puissance du bio-GNV et de l'électromobilité. Cette PPE va permettre aussi aux filières électriques de poursuivre leur progression, avec des rythmes de 1850 MW par an pour l'éolien terrestre et de près de 3000 MW par an pour le solaire photovoltaïque, qui nécessiteront d'accélérer très sensiblement. Comme vous le savez, Madame la Ministre, il y a beaucoup de belles histoires dans lesquelles l'éolien se développe en parfaite intelligence avec les territoires et ses habitants. Cependant, les projets qui rencontrent plus de difficultés ont tendance à concentrer toute l'attention. C'est pourquoi, dans le cadre du groupe de travail que vous avez relancé en décembre dernier, nous voulons élaborer avec vous des solutions pour améliorer l'intégration territoriale de l'éolien en France, tout en garantissant l'atteinte des objectifs de la PPE. Nous serons également force de proposition afin d'accélérer le déploiement du photovoltaïque. Une première mesure concrète pourrait être de rehausser le seuil du guichet ouvert, tout en l'accompagnant d'un niveau de tarif permettant de développer les projets. L'hydroélectricité restera le socle de notre système électrique grâce à sa remarquable flexibilité. Il conviendra de garantir sa pérennité et faciliter son développement, tant pour le parc existant que pour de nouveaux ouvrages, en garantissant une bonne conciliation des enjeux de la gestion de l'eau. Mais la modification majeure par rapport au projet présenté en 2019 concerne l'éolien en mer. Le projet révisé revoit à la hausse les volumes qui seront attribués, tant pour l'éolien posé que pour l'éolien flottant, ce qui représente une avancée très positive, Madame la Ministre. Afin de pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux engagements, il est désormais urgent que le travail d'identification des zones et les études préparatoires relatifs aux différentes tranches identifiées dans la PPE soient engagés au plus vite et nous serons bien entendu à vos côtés dans cette démarche. Pour ces projets d'éolien en mer, nous pensons que des mesures doivent être prises pour accélérer le traitement des recours, par exemple en confiant au Conseil d'État le soin de les examiner directement. Enfin, je salue la reconnaissance par l'État du potentiel de l'hydrolien, qui n'est pas encore arrivé à maturité, mais dispose de réelles marges de progression. À cet égard, il est important que le programme des investissements d'avenir puisse continuer à financer l'innovation dans le secteur de la transition énergétique. Tous ces éléments sont essentiels car les énergies renouvelables électriques sont la seule solution concrète pour accompagner l'évolution de notre mix tout en le maintenant décarboné. Les renouvelables ont déjà permis de supprimer 13 000 MW de centrales électriques fossiles depuis 2012 et dans le futur proche, elles permettront d'accompagner la fermeture des dernières centrales au charbon. Parmi les exceptions, Madame la Ministre, le projet de PPE maintient pour le biogaz injecté un objectif en retrait par rapport à la PPE adoptée en 2016. En l'état, il est donc décorrélé de la dynamique observée sur le terrain où les projets se développent rapidement. De surcroît, la trajectoire de baisse des coûts pour ces projets, qui seront développés au travers des appels d'offres ou en guichet ouvert, reste très brutale et pourrait compromettre le développement de futurs projets. La profession souhaite donc que les concertations se poursuivent afin de définir ensemble les évolutions du cadre économique pour cette filière.
Enfin, la PPE représente une occasion manquée pour la géothermie électrique et pour la cogénération bois, filière aujourd'hui condamnée par l'absence de perspectives de développement. Malgré ces quelques bémols que je viens d'émettre, la décennie à venir doit être celle de l'accélération. Nous devons collectivement nous mettre en ordre de marche pour atteindre les objectifs. Madame la ministre, mesdames, messieurs, le syndicat a souhaité profiter de son colloque pour apporter de nouveaux éléments au débat. Nous avons, avec l'aide du cabinet EY, voulu mettre en évidence la contribution des renouvelables à l'économie de notre pays et de ses territoires. 4 indicateurs ont été étudiés: création d'emplois, création de valeur ajoutée, retombées fiscales et impact sur la facture énergétique. Leur évolution a été modélisée en tenant compte des objectifs de la PPE. Nous avons comparé ce scénario PPE avec un scénario construit à partir des objectifs que porte le syndicat. Cet exercice met par exemple en évidence que la faiblesse des objectifs dans le gaz renouvelable entraîne un manque de valeur ajoutée estimé à 15 milliards d'euros sur la période 2019-2028. Dans le cadre de la préparation du pacte productif, nous avons également mis en évidence, dans un scénario appelé politique industrielle renforcée, l'impact de mesures volontaristes en matière d'investissement industriel, ce qui n'a rien d'irréaliste, comme l'a rappelé récemment le président de la République à propos du photovoltaïque. Ces différents éléments vous seront présentés plus en détail dans la journée et alimenteront nos débats. Madame la ministre, je vous remercie encore de votre présence et je vous laisse la parole.